Bonsoir, bienvenue dans ce podcast hors jeu. Vous savez, ici on parle foot, et on parle plus précisément de foot du 237, le football du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes avec une joueuse internationale A qui évolue en Der Arkema en France dans le club du Havre. Nous sommes avec Chanel Chaptet. Bonjour Chanel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, on va commencer tout de suite par la genèse, le commencement de ta carrière. Tu es né un 19 octobre 1998 du côté de Tchang. Ah, du coup, tu as eu 25 ans il y a quelques jours, joyeux anniversaire. Merci. Alors, ok, donc on va commencer par là. Parle-nous un peu de ton enfance et de tes débuts dans le football du côté du Cameroun. D'accord. Comme tu l'as très bien dit, je suis née en 98, le 19 octobre, du côté de Tchang. J'ai commencé mes débuts dans le foot à l'âge à peu près de 6 ans. C'était dans un tout petit centre de mon quartier, un tout petit centre. Au tout début, j'étais à la maison qu'avec des garçons, j'avais pas de sœurs. Et du coup, j'arrivais pas à m'épanouir forcément, j'arrivais pas à jouer avec la poupée et tout. Ouais. Et mes frères, ils allaient toujours jouer au foot. Un jour, je me suis dit, toute petite, je me rappelle encore, pourquoi pas? C'est comme ça que j'allais les accompagner et c'est comme ça que j'ai appris à pousser la balle. Et à l'âge de 6 ans, ma maman a décidé de m'acheter ma première paire de crampons. Ah d'accord. Ouais. C'est ta maman qui t'achète ta première paire de crampons. C'est ça. À 6 ans. C'est ça. D'accord. J'allais au centre du quartier et je me rappelle, elle m'avait très bien dit, elle avait fait essayer par une de mes amies qu'elle connaissait au quartier. Donc, c'est elle qui avait essayé son marché pour qu'elle puisse voir si c'était à ma pointure ou pas. Donc, j'ai commencé à jouer qu'avec les garçons. Il n'y avait pas de filles. Je m'entraînais qu'avec les garçons. Je jouais les inter-écoles, que ce soit le hand. J'étais beaucoup active. Je jouais le hand, le foot. J'étais partout. Et aussi très vaillante à l'école parce que mon papa est directeur. Et je lui passe un coucou. Il est retraité. J'ai fait mes premiers pas et quand je vais au lycée classique de Tchang, en classe de 4e, je suis détectée par le feu coach Ketia, personnel, qui me demande de venir s'entraîner avec lui. Mais malheureusement, mon papa, il n'était pas pour. Il avait un club de femmes ou de garçons? Non, de garçons. Il y avait une seule fille, il y avait une fille là-bas. Oui, parce qu'il faut le dire, à cette époque-là aussi, le football féminin n'était pas très répandu au Cameroun. Donc, quand on commençait à jouer à ce moment-là, c'était très souvent avec des garçons. C'est ça. Et dans ma ville, quand je regardais, on disait, ouais, c'est une fille et tout. Certains disaient, non, c'est un garçon. Non, chacun était mitigé. Donc voilà, on prenait du plaisir. C'est comme ça que quand il me dit qu'il y a une fille dans son centre de formation, j'ai dit, ouais, pourquoi pas? Ça me permet aussi de m'habituer, de voir comment l'autre fille peut jouer avec les garçons. Et mon papa, il était pas du tout pour. Le coach, il s'est déplacé, je me rappelle très bien ce jour, il est venu à la maison pour essayer d'expliquer à mon papa que non, le football, ça n'empêche pas les études. Et je te promets que si ta fille, les notes baissent, elle va arrêter le football. D'accord. C'est comme ça qu'il a un peu pris confiance. La condition, c'était absolument les bonnes notes. Papa strict. Très strict. Jusqu'aujourd'hui, je peux même pas te dire combien de fois il m'appelle pour me dire que vas-y, ton master, c'est à quel niveau et tout. Il faut le faire toujours. Jusqu'aujourd'hui. C'est juste que voilà, avec l'âge et tout, il essaie de temporiser et accepter le choix de mes choix, quoi. Donc, sinon, dans le passé, c'était pas pareil. Même quand j'étais au Japon, c'était pas du tout pareil. Et quand il a accepté, et je me rappelle, je vais jamais oublier, il m'avait acheté 2 paires de bas à Douala quand il était parti. Une jaune et une blanche. Vraiment, c'était... Et le pire, c'est comme il les avait volés. Ah ouais. Mais ça, c'était un peu comme le papa qui a finalement accepté que, ok, apparemment, il peut jouer, donc je vais lui offrir ses paires de bas. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. J'ai évolué avec les garçons quand en classe de première, j'arrivais plus à aller au centre de formation. Mais par contre, j'essayais de jouer les petits championnats au quartier et tout. Quand j'ai eu le bac, je suis allée à l'université de Tchang et il y avait la filière sport. Et à côté, il y avait les Jeux universitaires. D'accord. Avec les Jeux universitaires, soit 2016, j'ai été détectée par le coach Biway, que je salue au passage, qui m'a fait intégrer la sélection U17. Même pour intégrer la sélection, c'était pas du tout évident. À la maison, le papa a dit non, je peux pas laisser ma fille aller à Yaoundé. Oui, exactement. Et c'était pas une ville que je côtoyais. C'était ma 2e fois d'aller à Yaoundé depuis que j'étais petite. Donc,
avait la réticence et tout. La maman aussi qui essayait tant bien que mal de lui dire, vas-y, laisse l'enfant, elle t'apporte les notes. J'ai eu mon bac à 16 ans. Oui. Et la maman, on constate qu'elle a toujours été d'accord. Ouais. C'est elle qui t'achète tes premiers crampons. C'est ça. Ensuite, c'est elle qui essaye un peu de pousser le papa à... C'est ça. Elle croyait vraiment en toi. Et jusqu'aujourd'hui, même, je dirais que mon papa m'a pas encore vu jouer un match complet. Ah oui? Ouais. Pas encore. Même quand il y a les liens de match, malheureusement, il n'y a plus d'enfants chez nous pour lui montrer que, ouais, Oui, voilà, exactement. Chanel joue et tout. La technologie pour se Voilà, connecter, tout, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, même jusqu'aujourd'hui, il m'a pas encore vu vraiment toucher la balle. Ouais. Quand il passe au quartier, même quand j'arrive dans la ville, j'essaie de jouer avec les gars. Il vient toujours à la fin, ou bien on lui dit que ta fille était là et tout. Ouais. Il n'est jamais présent. Malheureusement, c'est ça. Et j'espère qu'un jour, il aura l'occasion de voir ce que j'ai pu développer depuis ma tendre enfance. On espère vraiment. Donc, je continue à expliquer. Vas-y, tu as la parole. C'est comme ça que je suis allée, grâce aux Jeux universitaires soir, j'ai été détectée par le coach Biway, je suis allée chez les U17. C'était beaucoup compliqué. C'était un univers que je connaissais pas. Une petite anecdote. À ma sélection, maman m'a même acheté un seau. Elle m'a acheté un seau, un balai, des trucs, vas-y. Ah, pour aller en sélection. Elle savait pas où savait pas comment ça se passe et tout. Où je partais. Ah ouais, mais c'est un peu normal. La première fois, tu arrives ça. dans un groupe, tu sais pas comment ça se passe là-bas. Mais laisse-moi te dire que je suis pas entrée avec. Je suis arrivée, je vois les filles, très loin, je vois les filles, tout le monde a sa valise et qui tranquille. Moi, je me vois le seau. Moi, je vais entrer avec ça. Et je balance. Je suis entrée. Toute timide, voilà. Je suis dans mon coin. Le coach est venu, on nous a pris, on nous a laissé à l'hôtel. Ça s'est bien passé. Ça m'a fait une belle expérience. Footballistiquement, c'était pas trop ça parce que tu voyais les cas entre les filles qui travaillent déjà ensemble. Ouais. Toi qui es nouvelle, c'est un peu difficile de t'acclimater en 2 semaines. C'était pas vraiment évident. Surtout toi qui n'avais pas vraiment joué en club, c'est-à-dire tu es à l'université voilà. Tout. C'est pas exactement le même milieu. Pareil. Et l'équipe nationale, tu vois, oui. On me porte d'un petit village pour l'équipe nationale. C'est gros, tu vois. Ouais. Mais voilà, très belle expérience par contre. Et après les 3 semaines de stage, du 1er au 21 août 2016, je vais pas oublier. Après les 3 semaines de stage, le coach Biway m'appelle et me dit voilà, j'ai une proposition pour toi pour le Japon. D'accord. Une bourse de 4 ans. C'est comme ça que je rentre. Et mon papa, c'est un phénomène. J'ai dit à mon père, voilà, on me dit qu'il y a la bourse pour le Japon. Et je sais que je suis petite, tu vois. Oui. Mais on sort d'une famille modeste. J'aimerais bien tenter le coup. Il me dit, tu peux pas dire à ton coach là qui te met à l'INGS. Ah, on voit un peu comme l'image du papa pour une fille qui va aller au Japon, sa petite fille, toute petite. Imagine. Mais le Japon, c'est loin ça, le Japon. T'as vu? Oui. Et la maman aussi à côté, elle a pu, puisqu'elle ne connaît pas, je suis toute petite, je suis pas ouverte à la vie. Tout ce que moi je connais, chez nous, c'est beaucoup plus les études, tu finis, tu trouves un travail tranquille. Oui. Donc, cette ouverture de la vie, nous, on ne l'a pas vraiment chez nous. Oui. C'est avec le temps, aujourd'hui, que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, du coup, c'était pas vraiment évident. Mais il y a le coach de l'université de Charles, le coach Ninke, qui est venu, il a essayé d'expliquer aux parents que non, voilà. C'est une bourse d'études, il y a un suivi et tout. Le billet de l'enfant est payé aller-retour. Donc, si l'enfant arrive après 30 mois, l'enfant n'arrive pas à s'adapter. Ouais. L'enfant peut revenir. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé. Ils ont commencé à prendre confiance. Et au départ, on pensait que j'allais faire médecine là-bas. Mais voilà. Arrivant, on s'est rendu compte que l'université n'offrait pas de filière de médecine, mais plus économie, tout ce qui est littéraire. D'accord. C'est comme ça que je me suis trouvée en train de faire le business of economics. J'ai pris mon bachelor après 4 ans. Et voilà comment je me suis retrouvée au Japon. Voilà un peu mon parcours sportif de l'enfance jusqu'au Japon. D'accord. Ben, on constate que ça a toujours été, malgré le fait que tu mènes une carrière de joueuse professionnelle, ça a toujours été école, ouais. Et que c'est très orienté au niveau de la famille. C'est ça. Avec le papa qui est très strict, il faut toujours l'école. Et c'est très important dans l'éducation parce que beaucoup négligent aujourd'hui ce fait-là.
que malgré une carrière, qu'on prospecte une carrière professionnelle, il ne faut pas oublier le côté scolaire parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Sans toutefois tout couper, c'est ça qui a été ma chance que je dirais important. Au niveau des U17. Parce que sur le plan footballistique, je suis allée à la sélection, j'avais 16 ans. Si on veut parler football, il y avait les filles qui jouaient au ballon plus que moi. Exactement. Tu vois? Mais la différence, c'est que j'avais déjà un bac, je faisais à niveau 1. Oui. Et on voulait les filles avec un bac à moins de 17 ans. Ah, d'accord. Donc, c'est ça qui a été c'était très important chance, au final. Quoi. Donc, du coup, et quand on a fouillé, filles qui pouvaient même jouer dans le Cameroun à 17 ans, et en le bac, il n'y avait pas. Donc, c'est comme ça que on remercie le papa d'avoir été strict alors. Ah oui, non, de ce côté-là, toujours. D'accord. Maintenant, tu arrives au Japon. Ouais. C'est une culture complètement différente de ce que tu as connu au Cameroun. Comment ça se passe là-bas? Tes premiers pas au début? Très, très compliqué. Je suis jeune. Je connais pas la vie. Je connais que l'école. On te porte, on te jette dans un lieu où tu connais personne. Tu peux parler à personne. Je me suis renfermée sur moi. Les 3 premières semaines ont été vraiment compliquées. J'ai même voulu rentrer au Cameroun. Ouais. Mais quand je me retourne, je regarde, je me dis, entre là-bas et ici, qu'est-ce qui est mieux? Ici, là, tu as même la reine de beignets, que tu peux me prendre, tu pars. Alors que là-bas, au Cameroun, tu dois marcher des kilomètres pour aller à l'université. Tu choisis J'ai fait une introspection. Après, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Ça m'a permis de me surpasser. Et la culture vraiment là-bas est vraiment opposée, comme je disais tantôt, que ce soit dans le respect, la politique, tout ce qui va dans la structure, la rigueur de vie là. Parce que le Japon est souvent connu pour ça, ces droitures-là. C'est ça. Donc ça m'a vraiment éduquée de ce côté-là. Et comme à l'école j'étais déjà assidue, ajouter encore avec cette ponctualité, cette rigueur de travail, ça m'a vraiment propulsé où je suis aujourd'hui. D'accord. Et le fait d'alterner, parce que tu étais à l'université, le fait d'alterner le monde du sport et le monde de l'université, est-ce que c'est pas souvent compliqué? Parce que on a souvent cette tendance à croire, les plus jeunes bien sûr, à croire que lorsque tu aspires à mener une carrière professionnelle, il faut forcément abandonner ses études. Et on a des exemples comme toi, tu as ton bachelor aujourd'hui, tu es en train de passer ton master. Est-ce que alterner entre les deux n'est pas trop compliqué? C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais par contre, c'est faisable. Oui. Ça dépend du niveau de professionnalisme. Ça dépend du championnat dans lequel tu évolues. D'accord. Donc, au Japon, c'est un peu mieux structuré. Oui, il y a un niveau où tu es obligé de choisir, je dirais ça comme ça. Oui. Mais sinon, à un début, quand une petite vient devant moi, je te dis, pour moi même, tu devrais même mettre le football d'abord de côté, tu pousses les études. Parce que c'est là-bas. Là-bas, c'est sûr, le football, c'est incertain. Exactement. Au moins, avec les études, tu es sûr que voilà, ton avenir est garanti. C'est très compliqué. Parce que, il faut savoir qu'au Japon, je travaillais encore à côté. Ah, d'accord. Donc, j'étudiais, je études, jouais, je travaillais. Travail, football. Ouais. Tout ça à moins de 18-19 ans. Ouais. Il faut le faire quand même, hein. C'est ça. Il y avait les périodes où il fallait charbonner pour pouvoir fermer certains trous. Il y avait certaines demandes aussi au niveau de la famille, au niveau des amis. J'avais besoin d'être présent pour tout le monde, donc du coup, je me suis passée. Mais sinon, à mon humble niveau, au niveau du Japon, juste avec ma bourse, ça me suffisait. D'accord. Mais comme il y avait des attentes autour, je me suis dit, si j'ai l'occasion, pourquoi pas faire ces petits gestes-là. D'accord. Donc, je travaille à côté, je travaille de nuit. Donc, ce qui fait qu'il y avait des journées où je dormais pas. Donc, tu finis école jusqu'à 16h, tu peux au foot et au foot. Et au travail. Non, parfois, je rentrais à 6h, 7h du matin. Ah, ouais. Vraiment chargé. Il fallait aller à l'école à 10h. Il fallait aller à l'école à 10h. Ouais. Et il fallait se rentraîner après à 16h. Ça, c'est le vrai charbon. C'est ça. Comme on dit chez nous, le beaux-arts. Ah, ouais. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Et aussi, quand je suis arrivée au Japon, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir jouer? Parce que le niveau technique. Oui, j'allais y arriver parce que le Japon, en termes de football féminin, c'est ça. L'équipe nationale, de manière générale, elles sont toujours parmi les prétendantes aux grands titres internationaux, les Jeux Olympiques, les champions du monde, il y a quelques temps. C'est ça. Et j'allais venir au niveau du championnat national. Est-ce que cette rigueur qu'on retrouve sur l'équipe nationale, est-ce que ça s'applique au championnat national exactement?
de la naissance jusqu'à l'équipe nationale, je pense que la rigueur est déjà établie. Ah oui. Non, le Japon, c'est un pays, je conseillerais Oui. à n'importe qui. Si tu veux une éducation propre pour tes enfants, là, va D'aller au au Japon. Japon. L'éducation se fait de la base. Il y a tellement de trucs qui sont respectés dans ce pays que ça donne envie de suivre le mouvement. Ça donne pas envie de faire le contraire. Cette rigueur-là, ça se passe même de par la salutation. Il y a ce respect-là. D'accord. Donc, du coup, avec cette rigueur de travail, avec cette détermination que ces jeunes ont, ça ne me surprend pas que le Japon soit champion mondial. Et j'ai jamais été un peu déçu de leur faux pas au niveau du mondial, mais sinon, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Vu ce que j'ai vécu là-bas pendant 4 ans, ça me surprend pas. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu as été élevé différemment, tu as besoin un peu... Le retour aux sources, de changer, tu as besoin d'essayer autre chose. Exactement. Mais sinon, après mon diplôme, j'ai eu des propositions en première division. Il faut savoir que le Japon, avant l'année dernière, n'avait pas de ligue professionnelle. Ok. C'est à une D3, D2, D1. Il n'y avait pas de ligue professionnelle. La D1 là-bas n'était pas professionnelle. Et du coup, ils se sont dit, on va se servir des Jeux Olympiques pour professionnaliser le championnat japonais. National. Donc, du coup, il y a la D1, il y a la ligue professionnelle. Donc, j'avais l'occasion de signer en D1. Mais tout ce qui me dérangeait, c'était de travailler et de jouer en même temps. En même temps. Moi, je voulais soit les études, soit le football. Je voulais plus lier ça. Parce que pendant 4 ans, c'était un peu difficile. C'était très compliqué. Donc, du coup, la France m'a dit, viens. Je me suis dit, pourquoi pas. Ou je vais canaliser mon énergie, souffler et derrière voir si j'ai envie de mettre encore les études à l'intérieur ou pas. Une bonne transition pour arriver à ta carrière en France. C'est ça. Tu arrives au VGA Saint-Maur, tu fais une première saison. Cette transition-là entre le Japon et la France, c'est qu'il y a eu le Cameroun et le Japon, déjà culturellement parlant, c'était pas la même chose. Tu as vécu 2 ambiances différentes, tu ajoutes une troisième qui est celle de la France. Comment se vit ta transition entre le Japon et la France? Très compliqué. Très compliqué parce que je suis allée au Japon jeune. Et du coup, après, je viens en France à l'âge adulte, on va dire ça. Oui. Ça a été très compliqué parce que la mentalité française est à l'opposé de celle japonaise. Très, très opposée même. J'arrive, déjà, je vois Désolée, hein, je suis en France, mais je me permets de dire certaines vérités. On est quand même en France, il y a la liberté d'expression. Oui. Que ce soit les métros, il n'y a pas de respect. Tout le monde peut crier sur... Déjà, j'arrive à une séance d'entraînement, une joueuse se permet de crier sur le coach. Ah, tu n'avais jamais vu ça au Japon? Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'arrive, je vois une petite de 16 ans en train de manquer le respect à un coach. Au coach, c'est même en France que j'apprends qu'on peut appeler un coach par son prénom. Ah oui. Sinon, au Japon, ça n'existe pas. Si c'est Yanis, ça s'appelle Monsieur Yanis. Il n'y a pas Yanis. D'accord. Et le respect, c'est à 2 mètres. Et si je vois que c'est le coach qui prépare les séances, qui porte le matériel, non, au Japon, c'est pas ça. Et le pire même, c'est que pendant les séances d'entraînement, les gamines de 16 ans refusent de ranger un matériel. Et ce sont les grands, les anciens qui viennent le faire. Alors qu'au Japon, ce sont les plus petites qui le font. Et même quand les grandes elles le font, les petits viennent dire, désolé que vous ayez touché le matériel. Alors qu'en France, ici, non. C'est totalement l'inverse. Tu t'amuses, on va te dire, entre guillemets, ta mère va t'envoyer les wesh en désordre. Oh non, non, non. C'était vraiment, je me suis dit, je suis tombée où? C'était vraiment l'opposé.
Ici, t'as le Japon qui résonne. Ici, t'as la France qui veut entrer. Tu dis, je fais comment? J'encaisse ou pas? Mais après, je te dis, voilà, c'est le milieu dans lequel tu vas évoluer. Comment tu dois faire? Il faut trouver le juste milieu. Faut pas tomber dans le système français. Faut non plus rester dans le système japonais. Faut trouver le juste milieu. Savoir trouver comment communiquer avec les gens pour ne pas manquer de respect, pour qu'on ne te manque pas le respect. Et je pense que c'est ça que j'arrive à bien faire jusqu'aujourd'hui. Je manque pas de respect, mais non, moi non plus. C'est pas parce que vous avez cette facilité à sortir des expressions que chez moi, je vais encaisser, non. D'accord. C'est ça. Et malgré ce choc culturel, là, sportivement parlant, ça se passe plutôt bien. C'était compliqué à la VGA. Oui. Début très compliqué. Parce que je suis arrivée dans une équipe où j'avais vu des choses au préalable, mais au début du championnat, ils étaient partis. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec un groupe que j'ai pas connu pendant la préparation. Oui. Donc, j'ai fait, et aussi, j'avais un problème de papier. Donc, il y a quelques matchs que j'ai ratés. J'ai pris un carton rouge qui m'a coûté 7 matchs. Ah oui? 7 matchs? Oui. Mais comment ça, un carton rouge te coûte 7 matchs? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on dit souvent les attaquantes, comment on fait pour avoir... En fait, j'avais fait un crochet à la fille. J'étais en train de partir. Elle m'a, je sais plus trop, elle m'a piétiné le pied. Je me suis levée, je l'ai piétiné la cuisse. Elle s'est enlevée qu'elle voulait me taper. Mais moi, je bagarre pas. Je la regardais juste. Mais le problème, c'est qu'ils donnent le carton, c'est que les filles sont venues en courant. Il y a eu attroupement. Oui. Et l'arbitre n'a rien vu de ça. Elle a juste levé le carton. Elle avait déjà un jaune. Donc, elle a donné le rouge et moi, j'ai pris rouge direct. Aussi. Et comme elle était déjà récidiviste dans les bagarres, donc du coup, on a une fois assimilé ça à bagarre. D'accord. J'ai pris 7 matchs, elle a pris 9. Ah, quand même, 7 matchs. Donc, ce qui fait qu'après 2-3 matchs de saison, j'ai été mise sur le côté. C'était très compliqué de s'entraîner avec un groupe que tu sais que tu peux porter, mais tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer, oui. C'était vraiment très compliqué. J'ai fait quoi? J'ai fait 13-14 matchs à peu près. Oui. 6 buts, 2 passes D. Et après aussi, j'ai eu problème d'œil, de papier, qui n'ont pas permis à ce que je joue certains matchs. D'accord. 14 matchs, 6 buts, c'est pas mal pour un début. Avec une équipe où tu attaques, tu défends. Oui. Tu défends jusqu'à la ligne, tu reviens attaquer. C'était vraiment... Mais c'est bon, belle expérience. Et voilà, après, Lens m'a appelé. C'était une équipe où j'ai aimé. Lens. J'ai soufflé. Le groupe était un peu mieux structuré, c'est professionnel. C'était bien plus professionnel. Je suis arrivée là-bas en 2 jours, j'avais l'impression d'être là depuis 2 ans. Ah, l'adaptation était bien meilleure. J'ai rencontré des Africaines là-bas. La coach au top, le coach adjoint, très bien accueilli. Une famille vraiment. Okay. Une famille vraiment, cette équipe. Je me suis sentie directement à l'aise. Et même à côté, en sortant même de la VGA, j'ai même eu des problèmes de loyer. Donc, du coup, c'est Lens qui a dû régler mon problème. Qui a réglé ton Donc, problème. Donc, vraiment, Lens, c'était une équipe d'apaisement pour moi. Donc, ça m'a vraiment canalisé. Je me suis dit, j'arrive en France 1 an, je signe en D1. Mais après mon passage à VGA, je me suis dit, j'ai besoin d'une autre expérience en D2 qui va vraiment montrer ce que je vaux. Et moi, ça me permettra de prendre confiance pour aller en D1. Et cette ambiance familiale que tu as vécue à Lens, ça s'est vu directement sur tes statistiques. C'est ça. Vu que tu as terminé la meilleure buteuse du club. C'est ça. Et tout. Donc, ça prouve que être bien dans la tête, être dans un bon groupe, ça a un impact sur ce qui se passe sur le terrain. Surtout quand la coach te fait confiance. D'accord. Surtout quand les filles croient en toi. À un match, on te dit, on sait que jusqu'à la dernière minute, tu peux marquer. Je me rappelle le match de Nantes. Lens n'avait jamais gagné Nantes. Non, c'était la première fois où on espérait gagner Nantes. Les filles m'ont dit, tu vas marquer. J'ai marqué à la 74e minute. On a gagné 1-0. Ah. C'était un peu durant le mois d'octobre. C'était des émotions. Je pense que le public t'a tout de suite adopté. Ah, quand je suis partie, ça fait mal. Ça fait mal, mais à un moment donné, il faut réfléchir professionnellement. Il faut avancer. Mais sinon, c'est une équipe qui est vraiment au top. Je pourrais... Au top. Et là, on passe d'un cran. Tu arrives en D1 Arkema. On peut dire que c'est ce qui se fait un peu de mieux dans le football féminin. D1 Arkema, parce que avec les clubs français qui dominent la scène européenne et tout ce qui va avec. Et tu joues directement contre Lyon, si je ne me trompe. C'est ça. Ton premier match, qui est dans la meilleure équipe du monde. On va dire ça comme ça. Ouais.
En termes de niveau, est-ce que tu vois directement la différence? Vu que tu entres directement dans le bain de la D1 avec la meilleure équipe, est-ce que tu vois directement la différence? Déjà, je vois la différence entre la D2 et la D1. Oui. Et je vois la différence entre la D1 et Lyon. Entre la D1 et Lyon. Donc, du coup, la transition, je dis waouh. Waouh. Ça sera facile. Là, il faut jouer au foot maintenant. Ah non, là, et il faut savoir un truc. La D1, c'est pas que le foot. Oui. C'est le mental. Oui. La D1, c'est, dans la tête. Il faut être fort. Pas que les pieds. Les pieds, c'est, je vais dire 30%. Parce que t'arrives, on va dire, en D2, c'est beaucoup plus famille, c'est beaucoup plus accueillant, c'est beaucoup plus, alors qu'en D1, c'est beaucoup plus compétitif. Donc, ce qui fait qu'il y a des coups hors terrain qui se jouent, tu vois. Donc, c'est pas très, je vais dire, entre guillemets, très sain comme en D2 où c'est naïf et on se porte. Donc, parfois en D1, c'est pas la même chose. Donc, ce qui fait que la transition était pas évidente au début. C'était un peu compliqué pour moi de me retrouver, mais après, je me suis dit, t'as fait une bonne saison à Lens. T'es bien arrivé. Tu es arrivé en France, t'as pris une équipe qui n'allait pas. Tu t'es en sorti. Tu es arrivé en France, à Lens, où t'as fait une bonne saison. T'as montré que ça, tu peux. Et si tu pouvais mieux faire, pourquoi tu vas arriver au niveau où tu dois aller chercher plus, tu as envie de rester là que non, je ne peux plus avancer. Je me suis dit, c'est Lyon, je vais jouer Lyon, c'est vrai. Mais je vais montrer à Lyon qu'il y a une petite fille là-bas devant qui peut barrer les contre-attaques, qui peut défendre et qui peut arrêter Wendy Renard. Oui. C'est pour ça que quand Wendy Renard marque, pour moi, c'est une défaite. Parce que mon marquage, c'était Wendy Renard. Mais elle a réussi quand même à marquer. C'est là où tu vois que non, il y a expérience et expérience. Expérience. Parce que là, j'ai réussi quand même à l'empêcher pendant 60 minutes de marquer. On parle quand même du capitaine de l'équipe de France. C'est ça. C'est un tout autre niveau. J'ai réussi pendant 60 minutes à l'empêcher, même de toucher le coup. Je pense que c'était son premier corner de la tâche qu'elle touchait. Mais malheureusement, on était arrêtés. Oui. Elle est grande, elle est 1m87. Oui. Moi, je suis à 72. Donc, de la tête, elle s'est plus facile. Elle n'a qu'à bouger les pieds du sol, elle est assise sur la balle. Mais par contre, en mouvement et tout, elle n'avait pas touché la balle. Je me suis dit, tu vas pas marquer, tu vas pas me malmener comment. Je suis nouvelle, mais je vais montrer ce que je vaux. Donc, ce qui fait que le premier match, j'ai bien aimé le rythme. Malgré la défaite, on a proposé quand même quelque chose. Et voilà. Avec la suite du championnat, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Sur cette lancée, il y a quelque chose à faire. Et on espère mieux faire que la 8e place de la saison dernière. D'accord. Mais on se rend tout de suite compte dans tes propos que quand tu arrives en première division, c'est plus une ambiance de concurrence parce que dans l'équipe d'ailleurs, parce que chacun veut montrer qu'il vaut sa place, chacun veut prendre la place de l'autre. Ouais. Donc c'est par rapport à ce que tu as vécu à Lens en Ligue, en 2e division, où c'était plus un esprit de famille. Là, est-ce qu'il y a forcément des amitiés avec des joueuses ou bien c'est tout le monde qui est concentré dans son coin? Il faut jouer. Non, si ces amitiés ne se créent pas, on ne crée pas un groupe. Oui. S'il n'y a pas cette cohésion, cette union, le groupe ne se forme pas. Et le football, c'est que c'est un sport collectif. Bien sûr. Donc, pas de façon professionnelle. La différence avec Lens, c'est que Lens, c'est famille. C'est juste famille. Alors que en D1, c'est famille, mais famille professionnelle. Donc, ce qui fait que on est obligé de trouver ces liens pour pouvoir s'entendre sur le sport. À Lens, par exemple, j'avais des amitiés vraiment hors stade, vraiment, vraiment bien poussées. Alors que au Havre, peut-être ça viendra. Il y a des filles, je communique très bien avec le groupe, mais pour l'instant, c'est encore beaucoup professionnel. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est encore professionnel. Bien sûr, on est obligé de créer cette ambiance. Je m'entends bien, je rigole bien avec tout le monde et tout. Même si ça ne passera pas toujours avec certains comme avec d'autres. Mais sinon, au niveau de l'adaptation, c'était très compliqué les 2 premières semaines, vraiment même. Mais après, ça a commencé à relâcher. Je me suis dit, relâche-toi. C'est un groupe où tu veux évoluer pendant peut-être 2 ans. Relâche-toi, prends du plaisir, va vers les autres, accepte que les autres puissent te parler et voilà, de rien tu verras ce que ça donnera. D'accord, ok. Bon, je pense que là on a fait une bonne partie de l'émission et on va basculer à toute autre chose. On va parler du 237 maintenant, parler de l'équipe nationale du Cameroun. On le rappelle, tu es international A
tu as eu tes premières sélections lorsque tu étais encore au Japon. Alors, lorsque tu arrives en sélection, tu es très jeune encore. Comment est-ce que ça se passe, l'adaptation dans le groupe de l'équipe nationale? J'avais pour ma toute première fois en sélection. J'avais jamais vu Adjara Aboudi en face. J'entendais tous ces gens parler. C'est un peu des idoles pour toi au départ. Ouais. Si on rentre dans mes posts en 2017, on verra une publication que j'avais faite sur Adjara. D'accord. Adjara et Enganamouet. Ce sont les grandes sœurs vraiment que... Respect quand même. La carrière quand même, c'est quelque chose. Il y a les anciens trucs que j'avais écrits et ça sortait vraiment du cœur. Donc, ce qui fait qu'elle me dit, wow, je vais jouer avec elle. Même si ça s'arrête là, hein. Oui. J'ai joué avec elle. Oui. J'ai porté le maillot, on était sur le terrain, ça. Même si c'est mal à l'entraînement. Mais ça, c'est pas un match officiel, hein. Oui. Même à l'entraînement. J'ai porté le maillot avec on a joué ensemble. On va pas changer. Ouais. Donc, ce qui fait, c'était une fierté. Au début, un peu de frustration parce que je suis un peu renfermée. Si je connais pas, je m'ouvre pas facilement. C'était un peu, et heureusement qu'on a eu des grandes sœurs qui nous ont pris sur elles. Elles ont commencé à me dire, vas-y, l'équipe nationale, c'est comme ton club, c'est comme en équipe, relâche, fais-toi plaisir et dans le respect des règles et tout, tranquille. C'est comme ça que j'ai essayé. La première saison, c'était compliqué. J'ai essayé. C'était pas trop ça, mais avec le soutien de ces filles, je me suis dit que pourquoi pas. Oui. Donc, en 2019, elles préparaient la Coupe du Monde. Oui. Je me suis dit, même si c'est juste un stage, moi, ça me va. C'est vrai que qui n'aimerait pas aller en Coupe du Monde? Qui n'aimerait pas aller en Coupe du Monde? Quand c'est pas encore ton niveau, non. Dis que c'est pas ton niveau, va travailler. Donc, je me suis dit, même si c'est vraiment un stage, avoir vu à quoi ça ressemble, ça me pousse à rentrer chez moi et dire que voilà le niveau que j'ai vu là. Il faut que je travaille pour dépasser pouvoir y ça. arriver. Et pour pouvoir y arriver. Oui. C'est comme ça que je suis rentrée. Et je suis reconvoquée. C'était en mars 2019. Je suis reconvoquée en octobre pour jouer les qualifications pour la CAN, malheureusement, qui ne s'était pas jouée. Oui. On avait joué en Côte d'Ivoire, si je me rappelle bien. Je n'avais pas joué. Bon. J'ai un parcours un peu tumultueux avec l'équipe nationale. On va y arriver. On va y arriver. Très compliqué, voilà. J'ai pas eu, face au Kenya, c'était mon deuxième match officiel. Alors que j'ai au moins 6 à 8 convocations. Oui, mais justement, on allait y arriver. J'allais te demander, est-ce que tu n'as pas un peu frustré de n'avoir vraiment jamais eu ta chance en équipe nationale? Parce que tu étais là, tu étais dans le groupe, mais tu n'as jamais vraiment joué. Les Camerounais ne t'ont jamais vraiment vu jouer. On entend seulement Chanel Chapchet, elle marque à Lens, elle marque ici. Mais avec l'équipe nationale, on sait pas exactement de quoi c'est fait. Donc, est-ce que tu penses que c'est pas une frustration pour toi? Si, c'est frustrant. Je dis que c'est pas frustrant, du moins. Parce que les gens entendent tout parler. Si tu ne fais pas les stats, ok. Mais tu fais les stats, tu as le niveau et derrière, il y a toujours ce petit truc qui bloque. Tu te demandes pourquoi. Ah, peut-être je suis pas allée au village, je sais pas. Mais d'après toi, qu'est-ce qui ne va pas? Là, je saurais quoi dire. Je dirais juste le choix des sélectionneurs et voilà. Je dois respecter et continuer à travailler pour que, voilà, le jour ma chance, comme je dis souvent, le jour où on fera l'erreur. Qu'on me donne un peu. De me donner cette occasion. Me donne un peu. Ça me rappelle une interview du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, qui avait dit, ils ont fait l'erreur. D'où je vais venir avec l'histoire de Samuel Eto'o avec Pep. Oui. Le jour où on fera de me donner la chance qu'on lui a donnée là. Je suis sûr que le 9 là, on ne retirera plus dans mes mains. Ça, je suis sûr. Ah, on espère ça. C'est pas des dits, je le prouve depuis 2017. Ah, on le voit avec tes statistiques en plus. Depuis 2017, je me place pas là juste pour dire des trucs qui ne sont pas prouvés. J'ai même pas besoin de les dire. Tu tapes sur le net, ça sort. Donc le jour où on fera cette erreur, c'est frustrant parce que même quand je me rends en Turquie en 2021, en avril 2021 pour les qualifications des JO, j'arrive, je joue pas. T'as envie de dire, et tu joues pas le premier match, le deuxième match, on te dit t'as le Covid. Sur un groupe de 38, 40 personnes, t'es la seule à avoir le Covid. Ça. Tu dis, ok. On a vécu une période compliquée quand même avec ce Covid-là oui, et tout. Beaucoup de frustrations sont nées de ces moments-là. C'est ça. Je dis, ok. Bah, c'est la vie, ça arrive. Covid, c'est pas personne ne pouvait décider, c'est la vie. Je suis obligée de prendre.
mais que derrière, j'ai des convocations où je joue un bon championnat qui est bien médiatisé, qui est vu, où il y a le niveau, la compétition, et que derrière, je suis appelée et je ne joue pas. Non, je joue pas, parce que je ne peux même pas dire que je joue des mégots de temps, non. Je joue même pas. Je finis un match à l'échauffement, c'est très frustrant. Ouais. Le pire encore, c'était ma dernière convocation, que j'ai mal vécu. Je joue en première division. Je joue face à Lyon titulaire. Mais j'arrive à la sélection où j'ai même pas 5 minutes de jeu. Très frustrant. On s'est demandé ce qui s'est passé parce que le premier match, tu es entré en fin de partie. 30. Et le deuxième match, on t'a même pas vu. Non, j'ai même pas touché la balle, il faut préciser. Oui. J'ai même pas touché la balle, c'est très frustrant. Surtout quand tu sais que j'aurais pu faire quelque chose. Je sais que j'aurais pu faire quelque chose. Ça restera toujours des dits parce que cette chance ne m'est pas encore donnée. Mais ça pique et je me dis, c'est pas grave. C'est la vie. T'es amené à passer par là. Le jour où l'occasion te sera donnée, n'hésite pas de faire ce que tu connais. D'accord. Au match retour, voilà, j'ai eu un problème administratif qui m'a pas permis d'être sur la liste. Je me dis, retour en 2021. Ok. On va y arriver. Et voilà. On va y arriver. Maintenant, je rentre en club me concentrer. D'accord. Maintenant, pour rester sur l'équipe nationale un peu, c'est l'équipe nationale des féminines du Cameroun qu'on vit ces jours-ci. Ce n'est pas l'équipe nationale qu'on a connue il y a quelques années. Parce que le Cameroun, nous, on a été habitués à ce que le Cameroun soit parmi les meilleurs, je vais même dire la meilleure équipe d'Afrique en termes de football féminin. Mais depuis 2-3 ans, on va de désillusion en désillusion. Il y a d'abord, il y a eu la CAN où on a été éliminé prématurément. Maintenant, il y a l'élimination contre le Kenya. Ça va de mal en pis, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui, d'après toi, pourquoi est-ce que le football féminin camerounais est en déclin? Est-ce que c'est le niveau des joueuses qui est moins bon? Est-ce que c'est l'encadrement technique qui est moins bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas ce qu'on a connu du Cameroun. C'est vrai, c'est normal que ce soit pas la même chose parce que ce sont plus les mêmes filles. Bien sûr, ce ne sont plus les mêmes filles. C'est normal qu'il y ait ce changement. Mais bon, je saurais quoi mettre vraiment comme mot, mais... Changement, il est un peu brusque. Je me dis, peut-être, c'est la transition oui. Qui n'est pas peut-être bien opérée. Parce que, on regarde par exemple, je vais te prendre une équipe comme le Sénégal. Oui. Le Sénégal, la transition est propre. Les U20, on sait qui seront les U23, les U23, on sait qui seront les seniors. Ça se prépare, une transition se prépare. Ce n'est pas aujourd'hui on vous propose blanc, le lendemain on vous propose B. C'est on intègre les filles qui ont le potentiel de pouvoir remplacer celles qui sont déjà là. On les permet de s'adapter pour voir comment celles qui étaient là faisaient. Comme ça, à leur sortie, celles qui voyaient déjà là puissent prendre la relève. Et je pense peut-être ça qui nous manque. On veut quitter du blanc au noir directement. Et ça ne se fait pas dans le football. Le football, c'est une préparation. Le football, c'est du travail. Que ce soit sur les stades ou hors du travail. Le football, c'est une école. Ça fait pas, ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu es en 6e, demain, tu es en terminale. Non. Pour aller en terminale, il faut passer par la 5e. Et c'est passer par cette différente classe pour arriver en terminale. Je pense que c'est ça qui nous manque un peu au niveau du Cameroun. On peut parler du noir blanc directement. D'accord. Il faut préparer cette jeunesse, faire des stages de regroupement pour que les plus jeunes puissent connaître les moins jeunes, les moyens jeunes puissent connaître celles qui sont là avant les anciennes. Et que les anciennes puissent être celles-là qui tirent la main des moins jeunes qui sont en train d'arriver. Je pense que c'est cette transition-là qui nous manque un peu au niveau du Cameroun. D'accord. Bon, maintenant, comme on disait tout à l'heure, il y a eu la double confrontation contre le Kenya où tu as joué 1 minute 30 au premier match et on t'a pas vu lors du deuxième match. Maintenant, il y a un regroupement parce que le Cameroun affronte l'Ouganda dans quelques jours où tu n'es pas présent. Et les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'est pas là et tout? Est-ce que c'est le sportif qui est le problème ou est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est l'occasion pour toi d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok.
Je savais que je n'allais pas aller au rassemblement. C'est pas une surprise pour moi parce que j'ai été interpellée pour ça déjà après le match face au Kenya. Et à la soirée du contrôle au Kenya, l'arbitre me fait comprendre qu'il y a Nana qui apparaît dans mon nom à la CAF. Tu t'appelles pas Nana? Non. Nana, c'est le nom de mon père. Mais dans mon acte de nom et prénom de l'enfant, il n'y a pas Nana. Donc Nana apparaît sur mon nom. Je comprends pas pourquoi. La dame essaie de retaper les données que je donne, mais ça ressort avec Nana. D'où on me demande, est-ce que tu n'as pas un autre passeport avec Nana? Je lui ai dit non. J'ai jamais utilisé autre passeport. J'ai eu un passeport qui s'est périmé et celui-ci il a été renouvelé en sélection. À part ces 2 passeports, je n'ai jamais touché autre passeport. Donc, je sais pas pourquoi Nana apparaît. D'où on n'a pas voulu prendre le risque de me faire jouer avec ce problème. Parce qu'on s'expose à des sanctions au Kenya qui peut-être porte réclamation et on est éliminé. On sait comment ça se passe. Quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, entre-temps, on peut gérer avant la sélection, avant le nouveau rassemblement ici. Je me suis dit, puisque j'ai envoyé mes parents, que ce soit mon école primaire, mon lycée, mon université, pour trouver toutes les preuves qui pouvaient sortir qu'il n'y a jamais une Nana sur mon nom, pour qu'on puisse envoyer au niveau de la fédération, pour permettre à la fédération d'envoyer au niveau de la CAF, pour que je puisse assister au rassemblement de l'Ouganda. Ça n'a pas été fait. Je ne sais pourquoi, mais de toute ma vie, je n'ai pas eu de double identité. J'ai quitté le Cameroun à 16 ans. Je n'ai même pas frôlé le championnat camerounais pour dire que j'ai même l'occasion même de dire que non. Peut-être je vais faire carrière dans le football. Je ne me voyais même pas jouer au football. C'était même pas l'équipe nationale. La transition pour aller au Japon, j'aurais même jamais pensé que je pourrais faire carrière dans le football. Donc, ce qui fait que je n'ai... Et aussi, je vais au Japon avec mes diplômes. D'accord. À quel moment je dis que non, il me faut replacer. Je sors dans un petit village où on ne connaît pas tout ça. Parce que c'est un peu surprenant, parce que tout est structuré. Tu as ton bac, donc tu fais tes études supérieures. Même dans mes cartes de baptême, quand on dit petite, qu'on peut faire les rangs, mais Nana, il n'y a jamais une Nana sur mes documents. Et ce qui me surprend le plus, c'est que depuis 2019, je suis convoquée. Mais pourquoi il n'y a jamais eu ce problème lors des contrôles, et c'est juste cette fois-ci qu'il y a eu ce problème lors des contrôles? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a été fait. Et voilà, qui vient me pénaliser moi aujourd'hui, moi qui n'ai rien demandé. Je ne sais pas comment Nana se retrouve dans mes choses aujourd'hui. Alors que j'ai jamais eu un papier avec Nana. Toutes les preuves ont été envoyées au niveau de la fédération, au niveau de la CAF. Et j'espère vraiment que le Cameroun pourra passer ce tour et que durant le match en novembre, je serai convoqué et que ce problème sera résolu. Mais sinon, certaines personnes m'ont dit, il faut chercher un avocat au cas où tu penses que tu as déjà eu. Je dis non. Je ne peux pas chercher un avocat sur quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas aller inventer quelque chose que je ne connais pas. Ce que je dis, c'est ça. Il y aura aucun... Je suis tombée même sur une licence qu'on m'a fait quand j'étais toute petite, en 2011. Même là-bas, il n'y a pas Nana. C'est pas aujourd'hui qu'on va me parler de Nana quelque part. Donc, quelque chose a été fait. Je ne sais pas qui le fait, mais priez vraiment, s'il vous plaît, de résoudre mon problème. Et voilà. J'aimerais bien pouvoir montrer au Cameroun ce que je fais à l'extérieur. Exactement, parce que comme on le disait tout à l'heure, tu es convoqué depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui et tu n'as jamais pu montrer. Et au moment où tu peux même avoir l'opportunité, parce que je pense que maintenant que tu es en DR Arkema, tu deviens un peu comme une incontournable de l'attaque, mais tu n'arrives pas avec ce problème. Ouais. C'est un peu de la malchance qui te suit au niveau de la sélection nationale. Entre les Covid, entre tout ça. Malchance, non, je dirais pas malchance, parce que c'était une malchance, c'est que je devais plus être reconvoqué. Oui. Je pense qu'il suffit juste d'avoir ce déclin au niveau de la sélection en disant, faisons-lui confiance, on voit ce que ça donne. Je pourrais pas appeler ça la malchance, parce que c'est le résultat d'un travail qui fait en sorte que je suis convoqué. Je suis pas partie toquer la porte ou bien je n'ai rien fait. C'est un travail qui fait en sorte que voilà le résultat de ce que tu travailles, voilà le résultat des séances individuelles que tu fais. Donc, je pourrais pas appeler ça malchance. Le corona, c'est la vie, c'est pas une malchance. Donc, là, à l'heure d'aujourd'hui, je demanderais juste que la fédération puisse appeler la CAF en résout mon problème. Parce que personnellement, moi, je peux rien faire. Je connais pas.
C'était au niveau de mon club, ma directrice sportive, c'est sûr, elle aurait posé le problème, oui, à qui de droit. Je demande à la fédération de pouvoir, s'il leur plaît, de pouvoir appeler la CAF et de résoudre mon problème puisque j'ai toutes les preuves à l'appui. À la fédération, je sais que vous nous écoutez. Un appel du pied à la fédération pour pouvoir régler ce problème le plus rapidement et pour que nous tous nous puissions enfin voir ce que vaut vraiment Chanel Tchap en sélection nationale, parce qu'on entend qu'elle marque partout en club, il faut qu'on voit ça en sélection. Et en plus, elle a déclaré, nous allons te regarder, hein, parce que je pense que tout le monde là a entendu que tu as dit que quand tu vas te donner ta chance, tu ne vas plus sortir. Et tout le monde va se rappeler de ça. J'assume mes dires. Ok. J'assume mes dires. Elle assume ses dires. Ok, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. On va bientôt se séparer. Mais avant qu'on ne se sépare, j'ai envie de te parler d'une petite anecdote. Ça, c'est quand tu étais à Tchon encore. La Coupe du Recteur. Parce qu'apparemment, c'était un match assez particulier pendant cette Coupe du Recteur. Est-ce que tu te rappelles de ce match? Où j'avais marqué le but de la tête à la fin du match, je sais pas. Ah, ça, je sais pas. Mais un de tes pros nous a dit qu'il y a un match qui t'a particulièrement révélé lors de cette Coupe du Recteur et que c'est là où les gens ont commencé à être émus sur toi. Je sais pas si c'est le même match, mais c'est quand même quand on était en train de jouer un match, jouer la Coupe du Recteur, et c'était 0-0. Il y a eu un centre qui s'est fait, je suis montée très haute, j'ai marqué de la tête et tout le stade a couru vers moi. Tout le stade a couru vers toi. Ouais, et je pense que c'est un jour, c'est le match-là qui a fait vraiment ça. Tout le monde a commencé à se dire que, mais, au niveau attention, de patience, il faut bien regarder la petite là. Ouais. C'est l'anecdote que j'ai au niveau de la Coupe du Recteur. C'est ça qu'on appelle saisir ses opportunités. Effectivement. C'est comme ça que tu vas saisir quand on va te donner ta chance en équipe nationale. J'ai déjà tout dit à ce sujet. D'accord, ok. Ce fut un plaisir de partager ce petit moment avec toi aujourd'hui. Merci. Et tout ce qu'on va te souhaiter, c'est déjà bonne chance pour ta saison avec le Havre et que ces problèmes puissent être réglés assez rapidement et que tu puisses nous revenir dans les meilleures conditions en équipe nationale pour redonner au football camerounais sa grandeur. Toute sa grandeur. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme vous le savez, on parle foot ici. On a parlé foot avec une attaquante aujourd'hui et on se voit au prochain numéro. À la prochaine. Merci et j'aimerais dire merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. C'est un moment d'échange, de partage qui fait chaud au cœur. Et aussi, j'aimerais remercier tous ces gens qui travaillent autour de moi, qui m'accompagnent, que ce soit en conseil, que ce soit la famille, les amis. Je vous dis merci et... Très important. L'entourage est quelque chose de très important. Je vous vois et ça me fait plaisir. Et ça me donne la détermination, la force de continuer. Et surtout à Junior Sosos qui est un mentor pour moi. Merci. Big up à Junior Soso, le spécialiste du football féminin au Cameroun.